très heureux de venir là vous rencontrer, d'échanger avec vous, de proposer certaines pistes de réflexion. Alors je commence peut-être tout simplement par me présenter. Donc, je suis professeur au lycée Appert à Orvaux. Je suis professeur agrégé, je suis docteur en sciences politiques et en philosophie et diplômé du Collège international de philosophie. Ça c'est pour l'étiquette. Je suis essayiste autrement, donc par ailleurs. Je préfère dire essayiste et je préfère dire professeur de philosophie plutôt que philosophe, voilà. Et tout simplement essayiste parce qu'il ne s'agit que d'essais, hein, voilà. Le dernier est portant sur la révolte. Il sort juste ces jours-ci. J'aurai le plaisir pour ceux qui seraient intéressés de pouvoir le dédicacer à la fin de cette conférence. Alors, on m'a proposé de réfléchir sur l'intelligence. Ça tombait bien puisqu'il n'y a pas dans l'histoire de la philosophie, ça n'existe pas en fait de philosophe qui n'ait pas fait de l'intelligence l'objet de sa recherche. Alors je propose de manière assez structurée cette intervention suivante, une intervention en 5 points qui va porter sur l'individu et le collectif, l'identité et la différence, les enjeux philosophiques de l'intelligence. Alors 5 points que je vais essayer de décliner en sachant que, évidemment, toutes les questions seront bienvenues et par définition, je pourrais peut-être répondre à certaines et pas à d'autres, hein. Ça ne me pose jamais de problème de dire quand je ne sais pas répondre, évidemment. Alors, je vais partir d'un premier point qui est en fait la célèbre phrase de Descartes, hein, « Le bon sens est-il la chose la mieux partagée ?» Je voulais absolument partir de Descartes parce qu'il constitue, avec d'autres que je vais essayer d'évoquer, l'un des grands personnages de la philosophie. Alors d'abord, je voudrais résumer en quelques mots le projet cartésien. Descartes est un mathématicien, un philosophe, qui a eu comme objet de vouloir refonder les connaissances, refonder le savoir. Et pour pouvoir refonder le savoir, Descartes est parti d'un constat assez dur concernant les sciences de son temps, en fait. Souvent, je dis aux élèves que Descartes a eu la chance, quand il était au collège de la Flèche, de pouvoir se lever très tard, vers midi, 13h, tout simplement parce qu'il était considéré comme ayant une santé fragile. Et il profitait de ce temps pour faire des mathématiques, pour lire Aristote, pour faire de la métaphysique et de la physique. Et en général, je dis aux élèves, ben voilà, la prochaine fois que vous ferez une grasse matinée, pensez à Descartes, donc lisez Aristote, faites de la géométrie, hein, essayez de vous distraire. En général, ça recueille, on va dire, un accueil relativement froid, hein, voilà. Alors Descartes, lui, avait vraiment cette obsession de refonder le savoir. Il était assez insatisfait des connaissances de son temps. Pour aller vite, il reprochait, de mémoire, c'est pas dans cet ordre-là, mais il reprochait par exemple à l'histoire de ne reposer que sur de la subjectivité. Il reproche aux mathématiques de ne servir exclusivement qu'à l'astronomie un petit peu, mais surtout à ne servir qu'à des quantifications. Alors il rêve de faire des mathématiques un modèle pour toutes les connaissances de son temps. Il reproche au droit de reposer sur la jurisprudence, donc sur une interprétation. Il reproche à la philosophie également. Il constate que la philosophie a toujours été pratiquée par les plus grands esprits, mais qu'à chaque fois, ces plus grands esprits ne se mettent jamais d'accord. Il reproche ainsi de suite à une série de choses à la morale, à la religion. Alors à la religion, c'est assez particulier, parce que Descartes est croyant, mais en même temps, il reproche à la religion, non pas la religion comme telle, il reproche aux théologiens, voilà, de promettre plus qu'ils en savent. Et il considère Descartes, et on commence tout de suite par quelque chose qui nous fait entrer dans le vif du sujet, c'est que les êtres humains entre eux sont égaux en intelligence, ou en tout cas, les différences qu'il y a entre les êtres humains ne sont rien, sont incommensurables vis-à-vis de l'intelligence divine. Autrement dit, entre nous, il peut y avoir des différences, mais par rapport à la différence du Créateur, ce n'est rien, quoi. Et donc, il considère que les théologiens promettent plus qu'ils en savent, en considérant qu'il faudrait se situer du point de vue de l'infini. Ça, c'est pas possible pour Descartes. Et pourtant, paradoxalement, Descartes va prouver l'existence de Dieu, mais non pas la connaissance de Dieu, hein. C'est très différent. Il va prouver qu'il est contradictoire d'affirmer que Dieu n'existe pas. Ce qui est très différent de considérer qu'on peut connaître Dieu.
Ça, pour lui, c'est un savoir impossible. Mais je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Donc lui, après, hein, c'est pas l'objet de l'exposé ici, mais c'est intéressant d'un point de vue logique, comment il arrive à démontrer l'existence de Dieu d'ailleurs. Je le résume, puisque ça me prend, puisque j'ai envie de le faire, voilà. Je le résume, puis je trouve ça intéressant. Entre parenthèses, comment est-ce qu'il prouve l'existence de Dieu ? Il y a 3 preuves de l'existence de Dieu chez Descartes. Il y a la preuve par l'idée de parfait, autrement dit, de son point de vue, il est contradictoire qu'un être infini ou parfait, si on met le parfait et l'infini en même temps, hein, il serait contradictoire de considérer que l'infini puisse être pensé du point de vue du fini. Pascal va le dire exactement de la même manière, mais avec un autre langage. Il serait contradictoire de considérer que le fini serait cause de l'infini. Donc moi, qui suis un être absolument ou infiniment fini dans l'univers, comment est-ce que moi je pourrais être cause de l'infini qui est en moi? C'est absurde. Donc pour Descartes, il faut postuler l'existence d'un être fini que je ne peux pas connaître, mais par contre, il serait contradictoire de considérer que cet être infini n'existe pas. Donc je ne peux pas être la cause de l'infini, puisque c'est moi, en tant qu'être fini, il serait absurde de considérer que moi-même, ce ne serait qu'une idée comme ça qui me traverserait l'esprit. La deuxième preuve de l'existence de Dieu pour Descartes, c'est l'idée de la cause première. Celle-là, c'est pas lui qui en est l'auteur, c'est Aristote en fait. Considérer que l'univers en tant que tel ne peut pas être sa propre cause. L'univers, si on prend cette table comme... imaginez qu'on soit nous l'univers, ce qui a un côté un peu mégalomane, mais bon, admettons, bien, on soit nous l'univers, on ne peut pas être la cause de nous-mêmes. Voilà, pour Descartes, c'est absurde. Donc cette cause peut être forcément, ou doit être antérieure, supérieure, et si possible d'ailleurs extérieure à l'être dont il est la cause. Et la troisième preuve de l'existence de Dieu, je crois que c'est la plus profonde, c'est l'argument ontologique. En fait, celui qui dit « Dieu n'existe pas » dit n'importe quoi. Parce que Dieu, par définition pour Descartes, et là il reprend l'argument à saint Anselme, si j'entends par Dieu l'être dont rien de plus grand ne peut être pensé, au moment où je dis Dieu n'est pas, j'emploie le concept de Dieu, je comprends très bien ce que je dis, même l'insensé qui dit Dieu n'est pas, en fait il ne sait pas de quoi il parle. Il ne parle plus de Dieu, puisque Dieu par définition est l'être dont rien de plus grand ne peut être pensé, et donc quand j'exprime la phrase Dieu n'est pas, j'exprime la phrase en employant un mot à propos d'un être qui serait Dieu, et qui n'existerait que dans mon esprit, qui n'existerait pas en réalité, qui serait une chimère, une idée comme ça. Donc ce serait par définition un être dont j'affirmerais en même temps que quelque chose de plus grand peut être pensé. Donc c'est comme si je disais, au fond, quand je dis Dieu n'est pas, ce n'est pas de Dieu dont je parle, c'est d'autre chose. C'est d'une idée abstraite qui n'existerait que dans ma tête et pas dans la réalité. Si j'admets par définition que Dieu est l'être dont rien de plus grand ne peut être pensé, je ne peux pas affirmer Dieu n'est pas sans me contredire. C'est absurde en fait. C'est ce qu'on appellera l'argument ontologique. Donc Descartes va s'amuser, parce que pour lui, c'est ce que Pascal va lui reprocher, de faire de ces preuves de l'existence de Dieu un jeu logique. Et Pascal va lui reprocher à juste titre que ces arguments, qui sont très rationnels en fait, ne peuvent convaincre que des gens déjà convaincus, quoi. Pascal va ajouter à cela, en fait, c'est pas ça qui va permettre à quelqu'un qui ne serait pas croyant d'avoir la foi. Et inversement, quelqu'un qui a la foi, ça va lui apporter peut-être l'idée que bien des gens qui affirment que Dieu n'existe pas sont inconséquents. Mais pour Pascal, il manque quelque chose à cela. C'est ce que Pascal va appeler l'intelligence du cœur, ou la grâce, voilà. Il manque à Descartes, qui est un modèle de logique, hein, c'est sûr, ça tient debout, hein, ces arguments. Il faudra Kant, qui est un autre phénomène qu'on verra tout à l'heure, mais pour pouvoir s'y attaquer, mais autrement ça tient debout, c'est très solide. Mais cela dit, quelqu'un qui ne ressent pas au fond de lui la foi, il ne peut pas être convaincu par des arguments aussi rationalistes. Il faut quelque chose d'autre, va dire Pascal. Et Pascal va en appeler à des arguments qui ne sont pas d'ordre philosophique, qui ne sont pas philosophiques ou logiques, hein, qui tiennent plus de la psychologie, d'ailleurs, je trouve, mais qui, personnellement, me semblent presque plus convaincants. Pascal va dire, au fond, celui qui croit, par exemple, que son avenir est tracé dans les astres, l'astrologie, des choses comme ça, là où Descartes va démontrer que ce n'est pas possible, parce que les cartes du ciel, déjà en 1637, montrent que l'astrologie, ce serait l'équivalent pour moi de ce qui serait une forme d'idolâtrie, quoi. Ce serait l'équivalent de ça. Eh bien,
Pascal va avoir un argument différent. Pascal va dire, au fond, c'est une preuve d'immodestie. Nous qui ne sommes pas grand-chose dans l'univers, c'est quand même assez délirant de croire que ce que je vais faire le mois prochain, eh bien, serait écrit dans les astres, par exemple. C'est de faire de sa petite personne quelque chose de très intéressant du point de vue de l'univers, ce qui est complètement délirant, en fait. C'est une preuve d'immodestie. Moi, c'est un axe qui me plaît bien, parce que, au fond, c'est un axe différent de la logique, qui n'est pas un argument philosophique, qui est plus un argument moral, au fond, hein, voilà, mais qui me séduit davantage. Descartes part du constat que, au fond, avec tout ce trésor d'intelligence partagé dans le monde, eh bien, on n'a pas réussi à fonder les sciences. Et il va considérer, et je vais le résumer assez rapidement, qu'il faut repartir de ce qu'il y a de plus certain. Le but de Descartes, c'est de mettre en doute tout ce qui existe, absolument tout ce qui existe, et à commencer par tout ce qu'on lui a appris. Le but du jeu, c'est de fabriquer quelque chose qui puisse servir vraiment de fondement et d'origine. En philosophie, on distingue le fondement et l'origine. Le fondement est la raison d'être d'une chose, l'origine, ce serait sa cause. Voilà. Eh bien, il faudrait que ce premier savoir puisse être à la fois le fondement et l'origine de toutes les connaissances, qu'elles soient historiques, qu'elles soient scientifiques, philosophiques, ce qu'on voudra. Et là, il met en doute tout ce qui existe. Il va commencer par mettre en question toutes les connaissances empiriques. Et là, c'est assez simple, hein, c'est assez facile. C'est assez basique, puisqu'en réalité, souvent aux étudiants, aux élèves, c'est assez facile de leur montrer que la science est une contradiction permanente des perceptions. Beaucoup d'élèves disent « mais non, mais quand même », parce que c'est assez désagréable hein, de dire que ce qu'on perçoit ne correspond pas à la réalité, mais en fait, rien, absolument rien de ce qu'on perçoit n'est confirmé par la science. C'est-à-dire que la science passe son temps, je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais à contredire absolument tout ce qu'on perçoit, que ce soit les couleurs, les sons. Descartes nous dit en conclut que nos sens ne nous renseignent pas sur la vérité des choses, mais sur ce en quoi elles sont utiles ou nuisibles, c'est tout. Sur l'utilité des choses, mais pas sur ce qu'elles sont. Si on regarde une étoile, c'est donc la lumière qu'elle nous envoie que l'on perçoit, ce n'est pas l'étoile en tant que telle. Et moi, je me souviens d'un élève en terminale, quand j'avais essayé de lui expliquer ça, ça l'avait mis de mauvaise humeur. Je me dis pas à comprendre, parce qu'il était d'accord, c'est pas ça, mais il trouvait ça très triste. C'était étonnant, j'avais jamais vu une réaction pareille. Le fait d'apprendre que le soleil n'était pas tel qu'on le percevait, mais que le temps que sa lumière nous vienne, entre 7 et 8 minutes, le fait que telle ou telle étoile, c'était plusieurs... Mais en fait, pour lui, c'était une mauvaise nouvelle, en fait. Et je ne comprenais pas. En fait, ça déstabilisait son monde. Ça lui montrait que ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, si c'est du passé, ça veut dire que rien n'est vrai avec une certaine image de la vérité. Pour lui, la vérité, c'était forcément quelque chose de solide. Et encore, quand je dis, tu sais, même le solide, c'est plein de vide, alors là, du coup, ça devenait énervant pour lui. Je dis, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Bon. Si le présent n'existe pas, si la lumière, c'est pas un absolu, si le son qu'on entend, c'est pas instantané, etc., la perception, on met de côté. Au moins, il y a des connaissances acquises. Deuxième étape. Et Descartes va s'attaquer à ça. Et alors là, il passe en revue toutes les matières enseignées au Collège de la Flèche, près du Mans. Toutes les matières, sans exception, il n'y en a aucune qui, pour Descartes, que ce soit la philosophie, les mathématiques ou la physique, même, qui sont quand même ses disciplines, hein, aucune ne résiste à la mise à l'épreuve du doute. Et là, Descartes va se dire, mais après tout, moi qui existe ici, au moins je suis ici présent. Et c'est là qu'il a le célèbre argument du rêve, repris par Matrix à ma connaissance, mais j'ai plus compris facilement Descartes que Matrix, personnellement. Je trouve ça bien, il faudra que je le revoie plusieurs fois. Bon, mais l'idée qu'en fait, on pourrait très bien être en train de rêver, et quand on rêve, souvent on a des sensations, des perceptions qui paraissent aussi vraies que le réel. Quand on a un enfant, un petit par exemple, eh bien, même devenu grand parfois, mais qu'importe, ou un ancien petit qui est devenu grand, mais il s'en rappelle peut-être plus, mais moi je me souviens bien. Un petit à 3-4 ans, quand il fait un cauchemar par exemple, eh bien il est persuadé que c'est du réel. D'ailleurs, je voulais expliquer qu'on allume, que le cauchemar, on est en train de le faire partie, si on ouvre la fenêtre, tu vois, il est parti, on ferme, parce qu'il fait un peu froid, etc. Mais bon, le cauchemar est parti, il ne va pas revenir. Pour lui, le réel, c'est ce qu'il perçoit. En tout cas, ce qu'il croit percevoir, ce sont des sensations, quoi. Et l'argument du rêve, il est très fort, parce qu'il tend à montrer
on ne peut pas se fier à la conscience et à la certitude d'être conscient que ce que l'on perçoit est réel. Et donc, l'argument du rêve évacue d'un point de vue méthodologique. Il ne croit pas Descartes à aucun moment qu'il est en train de rêver, mais ça veut dire qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour fonder la science. On ne peut pas se fonder sur les perceptions, on ne peut pas fonder sur les connaissances acquises, on ne peut pas se fonder non plus sur la conscience d'être présent ici, puisque méthodologiquement parlant, le rêve ne le démonte. Et Descartes, à la quatrième, et c'est la dernière, je vous rassure, étape du doute, il se dit après tout, au moins les mathématiques, ça c'est absolu. C'est vrai que lui, en plus, il fait des maths, et comme je disais à mes élèves, Descartes, il n'est pas comme nous, parce que nous, quand on fait des maths, enfin nous, en tout cas moi c'est sûr, quand j'essaye de faire des mathématiques ou de la logique formelle dans mon cas, j'essaie de me contenter de comprendre ce qui a été inventé par d'autres. Descartes, il fait partie de ces gens qui, quand ils font des maths, ils en inventent. Donc, par exemple, quand il fait la géométrie, Descartes, il invente une géométrie nouvelle. Or, Descartes va mettre en doute cette géométrie, en imaginant qu'il existe un Dieu trompeur qui, à chaque fois qu'il fait des calculs, des équations, etc., le trompe dans ses calculs. Et Descartes se dit, par hypothèse, comme on ferait des hypothèses, j'imagine des collègues en physique théorique feraient des hypothèses, si on s'approche de la vitesse de la lumière, il se passe ceci ou cela. Par hypothèse, s'il existe un Dieu trompeur qui me trompe à chaque fois que je fais un calcul, j'aurai aucun moyen de le savoir. Et là, Descartes se dit, mais après tout, c'est là que ça va basculer. Si Dieu me trompe, quelle que soit la puissance de Dieu, il ne peut pas tromper un être qui n'existe pas. Donc plus Dieu me trompe, plus il affirme en même temps l'existence de celui qu'il est en train de tromper. Donc plus Dieu me trompe, plus je doute, mais comme douter c'est penser, plus Dieu me trompe, plus je doute, plus je pense donc je suis. Donc, conclusion, je peux douter de tout, mais plus j'affirme, plus je doute de tout ce que j'ai vu à l'avance, plus je doute de ce que je perçois, de ce qu'on m'a appris, plus je doute que je suis présent, et plus je doute même des mathématiques, plus j'affirme l'existence d'un sujet pensant, d'un sujet doutant. C'est pas grand-chose, mais pour Descartes, ça va être le point de départ. Ça veut dire que pour Descartes, ça va lui donner deux choses. Toute connaissance, dorénavant, doit être aussi certaine que ce qu'on appelle le cogito ou cogito. Je veux dire les deux. Toute connaissance devra être aussi certaine que celle-là, que cette certitude subjective du sujet pensant. Et c'est là que Descartes va commettre pour Pascal et pour Leibniz une erreur, c'est-à-dire qu'il va exclure le probable. Pour lui, les probabilités, ce n'est pas de la vraie science, ce n'est pas de la vraie connaissance. Une connaissance doit être absolue, aussi certaine que celle du cogito. Et la deuxième modèle pour lui, donc d'abord ça lui donne un modèle, et deuxième intérêt du cogito, c'est que ça donne une définition de l'être humain, Ce qu'il y a de plus vrai chez un être humain, dit Descartes, c'est pas son corps, c'est son esprit. Puisque ça, on ne peut pas le mettre en doute. On peut mettre en doute tout ce qu'on voudra du point de vue physique, mais pas l'esprit. C'est pas possible. On n'est pas pour autant de purs esprits, c'est pas ça, mais bon. Alors chez Descartes, il y a aussi l'optimisme. Je voulais l'évoquer parce que, alors en latin, pour ceux qui aiment le latin, voilà, ou qui en ont fait, ou chez qui ça éveille des souvenirs agréables ou épouvantés, voilà, c'est selon, je sais pas. Ex machina luce in intellectu sequitur magna propensio in voluntate. Autrement dit, d'une grande lumière dans l'entendement suit une inclination de la volonté. Descartes était persuadé que quand on comprend une chose, on a tendance à l'aimer. Il a une vision positive de l'être humain et très optimiste de l'intelligence. Il considère, et moi qui me paraît toujours vrai aujourd'hui, on a tendance, mais en même temps c'est à double tranchant, voilà. On a tendance à aimer ce qu'on comprend, et c'est peut-être un effet de l'immodestie naturelle des êtres humains. On a tendance à croire que ce qu'on comprend est vrai. Ce qu'on comprend plus facilement est vrai. Alors le vocabulaire journalistique de base, c'est d'appeler ça concret. Moi, en général, dès que quelqu'un dit concrètement, je me dis, bon, c'est pas facilement concret, mais ça veut dire que c'est ce qu'il comprend, Voilà. Parce que pour moi, un moteur, c'est extrêmement abstrait. Et ce soit le schématisme transcendantal de Kant ou le théorème de Gödel, ça c'est concret.
fabriquer une étagère, ça l'est moins pour moi, par exemple. En réalité, concret, abstrait, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Concret, c'est ce qui est proche de soi, c'est ce qu'on comprend le plus facilement. Et j'ai tendance, spontanément, comme n'importe qui, je crois, à considérer que ce qui est concret et ce que je comprends, c'est plus vrai. Et quelque chose me dit, c'est peut-être un peu d'actualité, c'est une des raisons de se révolter, je ne sais pas, c'est que les hommes politiques en font quelque chose. Et très souvent, ils l'utilisent comme argument rhétorique, concrètement ceci, cela, comme si ça allait toucher les gens. Mais en fait, comme on ne le définit pas, on peut tous se sentir concernés en donnant un sens différent à ce mot concret. Aujourd'hui, par exemple, la grande vogue, c'est d'appeler concret le champ de l'économie. Bon, très bien, mais moi je peux décider que la biologie, c'est très concret aussi, quand même, et l'environnement aussi, la nature aussi, quoi. Si on est productif, mais s'il nous restait une génération à survivre sur Terre, par exemple, je ne suis pas certain de pouvoir appeler ça concret sans dire n'importe quoi. Donc en fait, c'est très relatif. Descartes est très optimiste parce qu'il considère aussi qu'il y a une nature humaine bonne qui fait qu'au fond, eh bien, on a tendance à aimer ce qu'on comprend et on a tendance à vouloir le faire partager. Et il est persuadé, Descartes, qu'il existe des différences entre nous qui relèveraient de 3 facultés. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on pourra en discuter après, de la mémoire. Il dit, voilà, il y a des gens qui mémorisent beaucoup plus vite, beaucoup plus. Il y a des gens qui ont plus d'imagination. Il y a des gens qui vont plus vite dans leur raisonnement. Mais par contre, Descartes considère que ces facultés ne constituent pas le bon sens. Et c'est pour ça qu'il va dire le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Parce que ce n'est pas la mémoire qui est la chose la mieux partagée, ce n'est pas l'imagination, ce n'est pas la vitesse de raisonnement. Mais le bon sens, c'est là où il me paraît optimiste. Parce qu'il n'y a pas que le bon sens, malheureusement, qui est le plus partagé, la bêtise aussi, je trouve. Mais ça, c'est une remarque. Le bon sens l'est aussi, dans le sens où il considère qu'au fond, de son point de vue, on pourrait tous également comprendre les mêmes choses, mais pas à la même vitesse, pas avec la même imagination, pas avec la même mémoire, etc. C'est là où il y a des grosses différences entre les individus, du point de vue de Descartes. C'est intéressant d'ailleurs, parce que moi, comme professeur, ça pose question quand même. On sélectionne dans les concours, dans les examens, on a été sélectionné, on sélectionne, etc., en fonction du temps qu'on met à faire une épreuve. Du point de vue cartésien, c'est discutable, quoi. Après tout, quelqu'un qui aurait 80% des réponses bonnes en 1 heure, est-ce qu'intrinsèquement, c'est plus important que quelqu'un qui mettrait 1h05, 5 minutes de plus, mais qui aurait 100% des bonnes réponses, quoi. Ça pose question pour un pédagogue, quel qu'il soit d'ailleurs. Et on n'est pas très fiers, moi le premier, j'ai pas de bonne solution. J'ai que des petits compromis comme ça, mais j'ai pas de solution à ça. C'est-à-dire que comment faire? Et c'est vrai dans un oral aussi, C'est vrai dans un oral. Alors, il me paraît optimiste Descartes parce que quand il dit que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, ça présuppose une bonne volonté quand même. Descartes reste très platonicien sur ce terrain. C'est-à-dire qu'il considère que le mal n'a pas de réalité. Et le mal, malheureusement, c'est toujours d'actualité, quoi. C'est-à-dire qu'il change d'origine. Moi, je pense, Spinoza considérait que le mal n'était pas, aujourd'hui, on le voit, on le concentre sur certaines personnes, etc. Mais en fait, en fonction des générations, il change. Il y a autant de quantité de mal dans le monde, mais en réalité, c'est l'absence de bien. Pour le comprendre, on peut se référer à Gandhi, disait quelque chose comme ça. Gandhi disait, au fond, c'est pas parce qu'on s'éloigne du soleil que le soleil n'existe pas, quoi. Simplement, on aura plus froid, voilà. Mais le mal, c'est le non-bien, voilà. Le faux, ça n'a pas de réalité positive, le faux. La vérité a une réalité positive, la vérité. Si on profite, on peut distinguer vérité et réalité en philosophie. On dit que le réel, c'est ce qui est vécu. La vérité, c'est un jugement sur le réel. Donc on distinguera les deux. En tout cas, l'optimisme de Descartes, moi je l'apprécie. On peut tous être cartésiens dans ce sens-là. Et on peut en profiter pour se débarrasser d'un gros préjugé. Être cartésien, c'est pas croire à ce qu'on voit, c'est croire à ce qu'on peut penser. C'est croire à l'intelligence, quoi. Enfin, croire, en tout cas, c'est admettre ce que l'on peut penser. C'est pas uniquement faire confiance à ses sens. Au contraire, c'est être capable de douter, quoi. C'est véritablement ça, être cartésien. Quand quelqu'un, j'ai entendu à la télé, par gentillesse, on ne va pas le citer, mais c'est un homme politique, bon qu'importe. Bon, eh bien, disant, mais ça pourrait être n'importe qui, je suis sûr qu'un jour j'ai dit cette bêtise, parce qu'on dit tous des bêtises de temps en temps. Voilà, je suis cartésien, moi j'ai les pieds sur terre, je crois à ce que je vois. Bah, c'est très bien, parce que Descartes c'est exactement l'inverse.
ce qu'on a fait à l'instant. Exactement le procédé inverse. Descartes n'admet que ce qu'il peut penser. C'est le pensable qui définit le vrai, et non pas ce qui est perceptible. Ça définit l'utile, c'est très différent. Alors pour Descartes en tout cas, son optimisme moral, son optimisme humain ou anthropologique, il peut sembler aujourd'hui dépassé ou discutable. Et là, c'est une question d'opinion, je trouve. J'ai pas de réponse à ça. C'est une question qu'on pourrait échanger après d'ailleurs, mais est-ce que Descartes a raison d'être optimiste sur la nature humaine et sur l'intelligence humaine et sur l'usage qu'on peut en faire? Ça peut poser question. Il considérait par exemple, je terminerai par ça sur ce premier point, mais que Descartes considérait qu'il fallait se rendre maître et possesseur de la nature. En mathématisant les phénomènes, on pouvait se permettre ainsi peu à peu de maîtriser la nature jusqu'à s'en rendre comme maître et possesseur. Ça, il l'écrit en 1637 dans le discours de la méthode. Et pour lui, les mathématiques, la physique, sont les outils de maîtrise de la nature. Bon. 1637. Moi, j'ai envie de dire que ça a marché pendant 4 siècles à peu près. Ça. Et à partir du XXe siècle, ça a commencé à se dégrader. Quoi. Ça aurait pu très bien marcher. Très bien fonctionner. La révolution industrielle, ça l'a prouvé. Moi, je reste cartésien en médecine. Hein. Je considère que la médecine fait des progrès extraordinaires. Bon. Je reste cartésien. Par contre, sur le plan de la nature, ça pose question. Quoi. Il y a eu bien sûr les bombes atomiques, Hiroshima. Et à partir de là, déjà, je pense que ça se dégrade. Aujourd'hui, on ne peut plus être cartésien avec la même confiance dans les sciences, par exemple. C'est surprenant, il y a une génération, les étudiants en sciences étaient très positivistes, hein, considéraient que la science allait tout résoudre, etc. Les mêmes aujourd'hui, sont très critiques, en disant, bon, ça ne veut pas dire qu'il y a la même passion pour la science, ce n'est pas la science qui est en cause, c'est l'usage de la science, on est bien d'accord. C'est-à-dire, la science en tant que telle, elle n'est pas en cause, mais qu'est-ce que les êtres humains en font derrière? Voilà. C'est comme choquant de voir qu'on met en balance un argument économique, par exemple, de la déforestation vis-à-vis d'arguments scientifiques de protection de la planète. Quoi. Les scientifiques sont souvent instrumentalisés, mais sont peu écoutés, en fait. Sont peu écoutés. Alors, deuxième point que je voudrais aborder, c'est le problème épistémologique de l'intelligence. Je vais être plus rapide, mais... Alors, il y a un problème concernant l'intelligence, c'est sa définition. Ce qu'on dirait en philosophie, l'essentialisation. L'essentialisation, c'est en fait une naturalisation a priori des qualités intellectuelles. Une essence, qu'est-ce que c'est en philosophie? En fait, c'est ce qu'on appellerait un ensemble de définitions en maths. Voilà. On va dédramatiser, dès qu'on parle d'essence, on a l'impression que c'est un truc bizarre. Non, ce n'est ni un carburant, je dis ça pour certains élèves qui ont de l'humour, ni quelque chose qui se baladerait dans... Voilà. Non, c'est un ensemble de définitions. Donc l'essence d'un triangle, c'est d'avoir 3 angles, ce qui fera dire aux existentialistes et à Sartre que l'existence précède l'essence chez l'être humain, contrairement à tous les êtres qui naissent avec leur code. Voilà. Le stylo a été inventé par quelqu'un, ça veut dire qu'il existe d'abord, l'essence du stylo existe avant le stylo réel. Quoi. Alors que chez un être humain, tout le problème, c'est qu'on existe d'abord, on se définit ensuite par ses actes. En fait. Et le problème de l'intelligence, c'est qu'elle peut être essentialisée, c'est-à-dire qu'on peut en faire une essence plus ou moins mystérieuse qui existerait à partir de sa mesure. Et là, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, parce que, évidemment, si l'intelligence, c'est ce que mesure la capacité à répondre aux tests d'intelligence, ça pose un problème logique quand même. Fondamentalement, la table, elle existe avant que je la mesure. Si la table commençait à exister au moment où je la mesure ou parce que je la mesure, ça pose un problème philosophique de fond. En même temps, dire que puisque c'est comme ça, c'est agaçant cette histoire-là, donc ça n'existe pas, on ne serait pas là d'ailleurs si ça n'existait pas, et puis parce qu'on ne se passionnerait pas pour ces questions-là, et puis on sent qu'on dirait une ânerie aussi. Mais c'est une difficulté. Quand on essentialise trop vite, on tombe dans un piège. Dans un piège qui consistera à dire ça serait une essence fixe et figée. Quoi. Compliqué. La physique mesure un objet afin de le connaître en supposant que celui-ci préexiste à sa mesure.
Ici, on sait mesurer, mais on ne sait pas très bien ce qu'on mesure, ni si ce qu'on mesure existe, si on ne le mesure pas. Ce qui n'empêche pas que ça existe à partir de la mesure, hein, c'est possible. Il faut simplement assumer que c'est une difficulté. Ce qui serait agaçant pour moi, c'est de ne pas assumer que c'est une difficulté. Par la diversité des intelligences et par le fait que, peut-être effectivement, que la mesure contribue à la faire émerger du chaos. Je reprends l'expression d'Emmanuel tout à l'heure. C'est possible. En tout cas, il y a une difficulté redoutable qui résiste dans le fait, à mon sens, de se représenter l'altérité. Par exemple, le concept d'intelligence synthétise en fait des réalités assez différentes. Et le problème de penser la différence comme différence sans la réduire au même, c'est un problème redoutable en philosophie. Redoutable. À mon avis, c'est l'un des 2 ou 3 problèmes les plus compliqués pour la pensée humaine, pour le fait de pouvoir conceptualiser les choses. Et si je me réfère aux grands professeurs que j'ai pu avoir, au fond, dont je suis simplement un héritier, voilà, Buffo, Deleuze, Alain Badiou en logique, notamment, Eugène Védrine à la Sorbonne, je pense à Luc Ferry, etc. Eh bien, tous ces grands professeurs, avec dans des domaines très différents, hein, de la logique à la science politique, à la philosophie de l'histoire, notamment avec Védrine, des choses comme ça, tous, d'une manière ou d'une autre, ont permis à la pensée de progresser en ajoutant des concepts. Un concept en philosophie, c'est une boîte à outils, hein, c'est un mode de représentation du réel. La philosophie, c'est ce qui sert à se représenter la réalité. Hein. Ça sert à ça d'abord. On peut dire que ça ne sert à rien, etc. Non, on peut vivre comme des phacochères ou des cochons d'Inde, il n'y a pas de problème. Mais en gros, à partir du moment où on pense, quoique là, j'en sais rien, moi, si un cochon d'Inde, ça ne pense pas, n'étant pas un spécialiste des cochons d'Inde. Par contre, je suis sûr que dès qu'on se met à penser, on a besoin de concepts. Un concept, c'est un outil qui permet de rendre le réel représentable. Et la philosophie, son travail, c'est de fabriquer des concepts. C'est son boulot. Voilà. Les sciences ou les mathématiques, ça va être de calculer des fonctions, c'est-à-dire des ensembles de concepts, et la philosophie, son travail, c'est cela. Là où un psychologue va être, par exemple, doué pour pouvoir comprendre des comportements, etc. La philosophie, son travail, c'est ça, c'est fait pour ça. Depuis toujours ça, même si elle peut faire autre chose aussi, mais ça a d'abord permis ça. Or, là, il y a une difficulté. Comment penser l'intelligence, puisque précisément l'intelligence est une faculté, un, qui n'existe que si on la mesure, et deux, est capable de synthétiser des choses très différentes quand même. Très très différentes. Parce que si on me met face à un moteur, et si au bout d'un quart d'heure, eh bien, je suis incapable d'en faire quoi que ce soit, bon, par exemple, je vais passer pour quelqu'un de pas intelligent du tout, qui est capable de le démonter. Ou face à un ordinateur. Et l'immensité désertique de mes connaissances, c'est effrayant. Donc je vais être incapable de faire quoi que ce soit. Et donc l'intelligence, ça désigne des réalités multiples. C'est un vrai défi de penser le multiple, un vrai défi, et de penser l'altérité. Et je crois qu'il faut y aller par petits pas, avec toute la modestie possible. Et moi, je retiens toujours que si ces grands professeurs, j'aime bien leur rendre hommage, moi, quand je fais une intervention dans mes livres, j'aime bien leur rendre hommage parce que c'est une manière pour moi de dire au fond qu'on ne tombe pas comme ça d'un contexte. Emmanuel disait, une connaissance, ça vient d'un contexte historique, une philosophie aussi. Et c'est vrai que quand on voit Kant, on a l'impression qu'il vient d'une autre planète, lui, il est tellement étonnant, bizarre, qu'on a l'impression qu'il vient d'une autre planète. Mais en réalité, un philosophe est toujours l'expression d'une époque, évidemment. Il ne vient pas comme ça. Or, c'est compliqué de penser ce qui est différent, et il faut être très très modeste par petits pas pour essayer de comprendre ces différences. Troisième point, le problème social de l'intelligence. Alors ça, je voulais l'aborder, et là on est à la limite de la philosophie, on est plus dans la sociologie. Mais je vais l'aborder assez vite, mais il me paraît important. En me référant au pape de la sociologie, voilà, Bourdieu. Bourdieu, dans La noblesse d'État, qui est un gros pavé, il critique le racisme de l'intelligence. Et il ne va pas par quatre chemins, Bourdieu. Il considère qu'au fond, le racisme de l'intelligence, il a ceci de particulier qu'il est souvent pratiqué par ceux-là même qui sont, par ailleurs et tout le temps, les ennemis du racisme, qui ont comme cible le racisme.
Et c'est un problème contemporain, c'est un problème réel, je crois qu'on n'en a pas fini avec ça. Et par définition, pour moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans l'essai, c'est l'une des 12 raisons de se révolter. Il faut l'identifier, il faut donner des véritables raisons philosophiques de le descendre. Il ne faut faire aucune concession là-dessus. Il ne faut pas diaboliser, parce que ça saurait depuis 40 ou 50 ans si c'était efficace, elle ne l'est pas, donc ça ne sert à rien. Pousser des grands cris, etc., c'est stupide. Il faut vraiment le prendre comme cible de manière assez froide, à la Kant en fait. Voilà. Comme Kant aurait fait, ou comme Descartes, donc c'est très important. Or, il y a un racisme de l'intelligence qui est plus difficile, puisque le racisme de l'intelligence, pour Bourdieu, il résiderait dans deux choses. D'abord, les diplômes. Les diplômes dans notre République, ils correspondent, dit Bourdieu, exactement à l'équivalent des titres de noblesse sous l'Ancien Régime. Et là, on peut se sentir visé, forcément, puisque bon, on se dit, bah ouais, mais dis donc, et c'est un peu vrai, c'est-à-dire que la France est peut-être le pays du monde, peut-être, dans lequel on accorde le plus d'importance au diplôme. Moi, je vois le côté positif, parce que sinon, il aurait fallu que je change de métier quand même, depuis quelques temps. Sinon, bon, je préparais des étudiants à passer des diplômes, en avoir passé quelques-uns quand même, bon, et puis de me dire que tout ça, ça n'a pas de sens. Bon. Si, ça a un sens, mais on voit bien que Bourdieu vise juste. Moi, ce qui m'intéresse toujours chez un penseur, c'est pas ce qu'il dit de faux, où je me dis, il y a des choses vraies qu'il ne dit pas, ce qu'il dit est vrai, ça n'empêche pas qu'il y ait des choses vraies qu'il ne dit pas. On va les ajouter après. Mais en attendant, on se concentre d'abord sur le positif, quoi. Il y a des choses vraies qu'il dit. Effectivement, peut-être qu'on accorde beaucoup d'importance au diplôme, mais peut-être que le diplôme ne dit pas tout d'une personne. Il y a un inspecteur en informatique, un inspecteur général en informatique, en mathématiques notamment, dans l'éducation nationale, qui me disait, donc autrement dit l'informatique, un domaine où on va dire que j'ai des... Je ne sais même pas si je peux appeler ça connaissance, tellement c'est limité. À un moment donné, dans l'infiniment petit, on se demande si ça existe. Ben, mes connaissances en informatique, c'est à peu près ça, quoi. Eh bien, en l'occurrence, il me disait que quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur en informatique, au bout de 2 ans, je ne sais plus, il m'a dit, c'est 50%, je crois, de ce qu'il a appris et devient dépassé. Je ne sais pas si on peut le quantifier comme ça, mais enfin, ça donne une image, quoi. Ce qui est très déprimant. Si on dit aux élèves, bon ben voilà, vous êtes pris dans une école, une grande école, bon, rassurez-vous, 2 ans après que vous soyez sortis, tout ce que vous aurez appris sera dépassé. On va en faire une tête. En fait, évidemment que c'est pas tout à fait vrai. Et c'est sans doute pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'ils ont appris à apprendre, quoi. Évidemment. Sans doute que l'intelligence, c'est pas une accumulation quantitative. C'est une manière peut-être de s'approprier un milieu et de parler un langage. De parler dans le langage ou de penser dans un langage particulier. Or, pour Bourdieu, précisément, l'école ne joue pas son rôle. L'école reproduit, et tout le temps à reproduire des inégalités, la même, ou en principe, elle devrait, ou elle a été faite, l'école républicaine, pour les diminuer, ces difficultés, voire pour les bannir, quoi. Sur le fond, ça me semble, moi, une reprise par les sociologues du vieux conflit entre l'inné et l'acquis, entre le naturalisme et le culturalisme. La question de fond est la suivante, c'est ce qu'il y a un déterminisme sociologique ou biologique de l'intelligence. Bourdieu considère que le déterminisme est sociologique, et non pas biologique ou naturel, et en même temps, il condamne le fait que sous le prétexte idéologique de refuser des discriminations parfois, eh bien, en réalité, et là il s'arrête là, et à mon avis il faut aller plus loin que Bourdieu, aujourd'hui par exemple, il y a une grande pudeur au niveau de l'intelligence. C'est très mal vu de même dire que l'intelligence existe ou qu'il y aurait des différences. Enfin, quand on parle de racisme de l'intelligence, le mot est violent, quoi. C'est extrêmement mal vu. Mais les mêmes, moi je renverserais l'argument de Bourdieu contre lui-même, voilà. Réponse d'un Kantien à Bourdieu, très directement. Les mêmes qui disent, attention, il ne faut pas de racisme de l'intelligence, il ne faut pas de distinction. Les mêmes, en fait, ça ne les dérange pas de faire une discrimination au niveau du physique, des jugements de goût, de l'âge, de la beauté, de la force, de la santé, des performances en tout genre, pourvu qu'on dise qu'au niveau de l'intelligence, on serait tous égaux, quoi. Donc, vous voyez, d'un côté, moi je suis d'accord avec Bourdieu,
dans le sens qu'il y a bien un racisme de l'intelligence, dans le sens, enfin moi l'expression me paraît excessive, mais je vois bien ce qu'il veut dire. Dans le sens où, par exemple, je vous rends un exemple très simple. Quand un professeur, et je le disais hier, j'en parlais, quand un professeur reproche à un élève d'être scolaire, un élève, donc en principe un élève, son métier d'élève c'est d'être scolaire un peu, hein, sinon on se demande ce qu'il fait là. Donc être scolaire dans une classe et à l'école, c'est à peu près ce qu'on demande à un élève, quoi. Quand un professeur reproche à un élève d'être scolaire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que ce qu'il apprend en cours n'est pas suffisant? Qu'il faudrait qu'il ait d'autres choses? On va dire, mais non, mais ça veut dire qu'il ne fait que mémoriser, il ne restitue pas. Oui, mais ça, c'est son rôle au professeur, d'apprendre à faire le tri entre des connaissances. Donc tout ça, c'est de l'école, de toute façon. Apprendre à apprendre, c'est de l'école. Apprendre à faire le tri entre les connaissances, c'est de l'école aussi. Être élève, c'est s'élever. C'est pas être meilleur que les autres, c'est être meilleur que soi-même, je trouve. Or, en classe, on fait des classements entre c'est être meilleur que soi-même. Et c'est ça l'humanisme, c'est être meilleur que soi-même, c'est pas être meilleur que les autres. Or, le problème, justement, que reprocher à un élève d'être scolaire, c'est dramatique, c'est en réalité sous-entendre implicitement, et c'est souvent le cas dans les grandes écoles, que l'essentiel ne serait pas ce qu'on apprend à l'école, mais serait culturellement, c'est-à-dire Bourdieu a raison sur ce terrain, socialement acquis. Et c'est ça qui est problématique. Mais on peut admettre que Bourdieu a raison sur ce terrain-là, et moi j'ajouterais une chose, une vérité qu'il ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme d'eugénisme social qui me semble catastrophique, et moi je l'ai en ligne de mire là-dedans, par exemple, dans le livre sur les 12 raisons de se révolter. Pourquoi? Parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a des racismes différents, évidemment, mais surtout il y a une discrimination à l'âge, une discrimination au physique, une discrimination selon les performances aussi, selon la santé. Il y a des discriminations, parfois qui sont sous la forme de jeux d'ailleurs. On met les gens les uns avec les autres, voilà, à la télévision, pour n'importe quoi. Hein. Vendre des appartements, faire de la cuisine, jouer au foot, enfin. Le but du jeu, c'est d'en éliminer. Ils sont même candidats pour s'auto-éliminer entre eux, des fois. Enfin bon, des fois pour rien. Enfin bon. Souvent, voilà, ça, c'est très distrayant hein, pour ceux qui regardent. Moi, j'ai toujours été persuadé que quand on s'ennuie, on dit du mal des autres, souvent. Bon. Tiens, si je m'ennuie un peu, tiens, si je critiquais un peu, si je pouvais dire du mal de mon voisin. Bon. Donc, quelque chose d'un peu distrayant dans le fait de dire du mal. C'est un peu... Quand on n'y croit pas soi-même et quand ça dure 5 minutes, c'est pas grave. Quand on en finit par en rire avec la personne qui est visée, bah, allez, c'est pas grave non plus. Là où c'est gênant, c'est quand on sélectionne socialement les gens là-dessus, quand on leur donne des privilèges qui seraient économiques ou autres là-dessus, et ça commence à devenir un peu désagréable, quoi, sur les bords. Or, les discriminations physiques à l'âge, à la santé, à la jeunesse, etc., existent bien. Et ces discriminations, il faut les viser. Elles me paraissent au moins aussi graves que les discriminations à l'intelligence, quoi. Donc quand Bourdieu critique le racisme de l'intelligence, il a raison, mais je crois qu'il faut le compléter. Aujourd'hui, en 2017, par exemple, eh bien, le problème, c'est que, sous couvert de divertissement, on fabrique des distinctions entre les individus. Il y a toujours des concours de Miss, je ne sais pas quoi, France, univers, multi-univers, ce serait drôle. Enfin bon, on peut imaginer des Miss de... Bon, quand on y pense. Enfin bon, et tout ça, quand je pense que après ça, c'est après Newton, après Kant, après... Il y a encore des Miss France, des Miss... machin. Bon, en admettant que ce soit des sujets pensants, ce qui est possible, j'en sais rien, moi, je n'ai jamais discuté avec... Bon, on va dire que c'est probable. Probable, hein. On va être cartésien, on va avoir un a priori positif sur tout le monde, donc il y a des monsieur univers, des monsieur ce qu'on voudra. Si c'est pris comme jeu, si c'est pris au 2e degré, ou si c'est pris avec un peu d'humour, un peu de légèreté, comme un match de foot ou de tennis devrait l'être. D'ailleurs, je trouve que le sport, ça devrait être ça tout le temps. Parce que franchement, c'est pas très grave. Hein. Il paraît que les premiers matchs de foot, les gens qui jouaient, en Asie, on m'a raconté ça, mais j'y étais pas. Mais j'y crois évidemment. Quand on joue avec des petits, d'ailleurs, ça prouve que c'est vrai, quand on joue avec des tout petits, au début, quand ils marquent des buts, ils éclatent. Quand ils voient le gardien qui plonge, qui rate, ils éclatent de rire. Et il paraît que les premiers matchs de foot, en fait, quand les gardiens encaissaient les buts, tout le monde éclatait de rire dans le stade, en fait. Parce que tout le monde croyait que c'était une blague. Mais au fond,
Ça pourrait être drôle. Hein. Il n'y a pas de quoi se mettre à dramatiser, à pleurer, à se taper dessus. Mais quand je dis, parce que certains seraient verts, d'autres jaunes, d'autres... Bon, là, on voit que quand même, quand je parlais du défilé de Miss ou de Monsieur, parce qu'il y a match nul dans la bêtise, il n'y a pas de raison. Moi, je suis pour la parité sur ce terrain-là, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que il n'y a pas que le bon sens qui est la chose à mieux partager, hein, manifestement. Il y a le contraire aussi du bon sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Bourdieu a raison. Il y a bien un racisme de l'intelligence, on discrimine les gens par l'intelligence, mais je crois malheureusement qu'on les discrimine aussi par autre chose. Et cette autre chose fait aussi beaucoup de dégâts et rend des gens malheureux, ça fait souffrir. C'est absurde, c'est très bête de dire à quelqu'un qui aurait 6 mois de plus qu'il est trop vieux pour travailler. Voilà. C'est très bête, il n'y a rien de plus bête que ça. C'est une insulte faite à l'intelligence humaine de considérer qu'on peut sélectionner des gens sur leur physique. Mais il n'y a rien de plus stupide que ça. En même temps, moi j'aime bien la performance physique comme jeu. J'adore le sport, j'adore le foot, je trouve ça drôle, pourquoi pas. Mais on voyait bien dans quel sens je dis ça, c'est-à-dire que discriminer au sens de socialement sélectionner et considérer qu'on peut véritablement traduire cela en destinée sociale, ça c'est dramatique. Donc il faudrait à la fois se révolter contre le racisme de l'intelligence et contre les discriminations faites à autre chose que l'intelligence, après tout. Or, c'est celles-là qui font autant de dégâts, qui, à mon sens, font souffrir l'être humain. Ce serait discutable, hein, je ne m'attendrai pas sur ce terrain dévoiler des vérités absolues. Hein. Donc, après Descartes et après le problème épistémologique de la définition d'intelligence, on a donc le problème social de l'intelligence. Le 4e point que je voudrais aborder, c'est une référence à Bergson. Parce que Bergson, c'est un des cas parmi d'autres. Hein. Bergson évoque l'intelligence. Et pour aller à l'essentiel, puisque si on veut échanger après, ce que je trouverais pas mal, bon, il définit d'abord la durée à partir de ce qu'il appelle Bergson l'intuition. Alors Bergson, rapidement, c'est un philosophe il est né en 1859, il est mort en 1941. Aussi brillant en sciences qu'en philosophie. L'un de ses jeux favoris, c'est de passer les concours généraux en physique, en maths, bon, et de les gagner. Bon. Et en plus, il trouvait ça drôle d'inventer des solutions en maths qui n'étaient même pas prévues par les jurys. Donc en plus, il avait 20 en concours général, ce qui est un peu déprimant pour les autres. Et en classe prépa, il était dans la même classe que Jean Jaurès, ce qui est étonnant d'ailleurs. Parce qu'on imagine la tête du prof au milieu. Il y avait Bergson d'un côté, Jean Jaurès de l'autre. Bon, et ces deux-là devaient certainement se donner des concours. Il paraît que Jean Jaurès était un peu meilleur en histoire, ce qui n'est pas étonnant. Et en politique, il a eu... on va dire qu'il a eu le parcours qu'on connaît, voilà, Jean Jaurès. Bergson était plus performant, voilà, en mathématiques et en philosophie. Mais les deux, hein, voilà, c'était très très proche, un peu des frères ennemis. Bergson est spiritualiste. Bergson considère que, en fait, le langage et l'intelligence telle qu'on la connaît est faite pour penser les phénomènes extérieurs à soi. Pour Bergson, il existe 2 facultés. L'intelligence, on pourrait la diviser en 2. Voilà. L'intelligence pourrait être faite pour penser les phénomènes extérieurs, et il y a ce qu'il appelle l'intuition. En fait, l'intelligence est faite pour penser l'espace, mais pas pour penser le temps. Je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout de Bergson, c'est un exemple qui me vient à l'esprit souvent quand je pense à ça. Imaginez quelqu'un qui ferait un 400 mètres. Ou quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre sur les quais d'une gare. Bon. Eh bien, pour celui qui fait un 400 mètres, chaque intervalle du 400 mètres, on peut diviser le 400 mètres en 10 intervalles, voilà. Chaque intervalle équivaut à une autre, du point de vue de la mesure extérieure. Bergson, qui est physicien, vraiment. Je dis après tout, du point de vue de l'intelligence quantitative, du point de vue du langage, le dernier intervalle équivaut au premier. Et je n'ai pas les moyens scientifiques de traduire dans un langage, ni philosophique d'ailleurs, hein, parce que la philosophie et science, pour lui, c'est le même combat. Hein. On n'a pas les moyens par le langage de traduire ce qui est vécu. On a uniquement les moyens de traduire ce qui est spatialisable. Le dernier intervalle équivaut au premier. Or, pour celui qui court, sauf s'il va à 2 à l'heure, forcément, mais autrement, si vraiment il est à fond, et tous ceux qui ont fait un peu d'athlétisme le savent bien,
Les 80 derniers mètres, à peu près, 60, 80 derniers mètres, c'est l'enfer, en fait, si on est à fond. Le taux d'acide lactique est à son maximal, c'est épouvantable, la souffrance. Or, c'est justement ça, la difficulté d'un 400 mètres. C'est l'équivalent d'un round en boxe française ou en taekwondo, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que c'est 1 minute 30, 2 minutes, voilà, c'est à peu près ça, 1 minute. C'est très très dur. Donc ça veut dire que les 50, 60 derniers mètres, 80 derniers mètres, c'est très très difficile. Or ça, du point de vue extérieur, on ne peut pas le traduire. On ne peut pas le mesurer. Bergson dit, c'est marrant ce qu'il dit, lui qui est considéré comme l'un des plus grands surdoués avec Leibniz, probablement Leibniz et Kant, de toute l'histoire de la pensée, Heidegger aussi, eh bien, de la pensée philosophique, lui dit, là l'intelligence est mise en échec. En fait, pas pour longtemps, parce qu'il considère qu'il y a une intuition. L'intuition de la durée, c'est faite pour comprendre, là où l'intelligence est faite pour mesurer. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est stupide. Ce sont deux outils, en fait, de l'intelligence au sens large, voilà, qui existent, qui ne sont pas concurrents, qui sont complémentaires. L'intuition est faite pour saisir la durée en intériorité, là où l'intelligence va être faite pour mesurer des phénomènes extérieurs. L'intuition de la durée, c'est par exemple, si votre voisin vous dit je suis impatient, vous n'allez pas lui dire combien. Vous allez regarder, tiens, il est bizarre aujourd'hui, ça ne se mesure pas. Ou si je suis très content, par exemple, si je suis heureux, on va pas me dire combien ça pèse le bonheur. Bon, on voit bien que c'est absurde. L'intelligence de la durée, ce qu'il appelle l'intuition, c'est-à-dire la compréhension de ce que quelqu'un ressent. Je me souviens en fac, en psychoclinique, parce que je m'étais intéressé beaucoup à ça, donc à un moment donné, il y avait un prof en psychologie clinique qui disait que, en fait, il y a un point commun entre le psychanalyste, le médecin et l'enquêteur de police. Je trouve ça intéressant, parce qu'au fond, j'imagine si c'était le même. Enfin bon, en attendant, l'enquêteur de police, lui, il décèle des indices. Là où le médecin va déceler des symptômes, et là, au fond, le psychanalyste, par exemple, des actes manqués. Le meilleur psychanalyste, c'est peut-être pas celui qui connaît absolument par cœur toutes les théories psychologiques. C'est celui qui va sentir comment l'appliquer à quelqu'un de concret, justement, là, du coup, à un être vivant. Ce qu'il va ressentir, véritablement. Est-ce qu'il va être capable de ressentir l'impatience, la souffrance, le désir, la joie, la peur de quelqu'un, ou pas? Est-ce qu'il va être capable de saisir en intériorité ce que l'être vivant en face de lui ressent ou pas? Pour Bergson, il pousse haut, hein, l'intuition doit être même capable dans l'absolu de saisir ce qu'un être vivant ressent. Un animal, par exemple. Et je crois que, parce que Bergson était ouvert aux sciences, plus qu'ouvert, passionné par les sciences. Je crois qu'on ne peut pas faire de philosophie si on ne se passionne pas pour les sciences, d'ailleurs. Ça me paraît un non-sens, mais je crois que les scientifiques aujourd'hui spécialistes d'éthologie, et là je les renvoie eux-mêmes, auraient des choses à nous apprendre, à m'apprendre à moi, c'est sûr, et ça, je trouve ça passionnant. Sur la faculté, peut-être, ce sont des hypothèses, mais est-ce qu'un animal n'a pas, justement, est-ce que les animaux, certains animaux, n'ont pas cette capacité à saisir ce qu'un autre être vivant saisit? Même s'ils n'ont pas cette intelligence conceptuelle qui est faite pour saisir les phénomènes en extériorité, c'est-à-dire établir des lois. En extériorité, c'est-à-dire la physique, par exemple. Ce sera intéressant, d'ailleurs, à voir. Les deux ne sont pas comparables. Et c'est pour ça que c'est absurde de mettre en balance l'intuition littéraire et l'intelligence scientifique, par exemple. C'est absurde. Quand on dit, mais oui, mais l'évaluation littéraire, est-ce qu'elle est scientifique? Ben moi, on pourrait répondre exactement l'inverse, quoi. Mais est-ce qu'une démonstration mathématique, c'est poétique? Est-ce que c'est beau, hein, de faire de la physique, par exemple? Bon, on voit bien que c'est absurde. Un texte de Proust ou de Flaubert, il y a une telle magie, une telle puissance dans un poème de Verlaine, qu'évidemment, leur domaine à eux, c'est l'intuition au sens où l'entend Bergson. C'est manifestement cela. Et peut-être d'ailleurs qu'il est très difficile, Bergson, lui, il y a des grands esprits, Heidegger, sans doute, Einstein probablement aussi, Gödel, à mon sens, c'est sûr, des gens comme ça. Dirac aussi en physique, enfin il y en a beaucoup qui étaient capables comme ça, parce qu'après tout, un esprit, l'esprit humain, il n'est peut-être pas infini, mais en tout cas, il y a des éléments infinis en lui, ça c'est sûr. Pourquoi quantifier probablement?
La notion d'esprit scientifique, je ne sais pas si elle est scientifique, j'ai des gros doutes là-dessus. Ce qui est certain, par contre, c'est que mesurer l'un par l'autre, ce qu'on appellerait le littéraire par le scientifique ou inversement, ça n'a pas de sens. C'est comme comparer du qualitatif et du quantitatif. Ça n'a strictement pas de sens. Vraiment absurde, et je crois que ça fait beaucoup de dégâts. Et en plus, il y a un autre argument qui n'est pas philosophique, qui serait plus politique en fait, c'est que les profs de lettres, souvent, du coup, ont ce défaut de ne pas mettre des 20 sur 20 à des copies. En disant que c'est parfait. Le 20 serait pour la perfection. Il paraît qu'il y avait un instituteur qui jadis disait « Le 20, c'est pour Dieu, 19, c'est pour moi, et 18, c'est pour le meilleur élève. » Alors moi, je trouvais que c'était très immodeste, parce que au fond, il pense qu'il n'y a qu'un point entre lui et Dieu. Je trouve que c'est... ça ne me paraît pas beaucoup, moi, mais bon. En fait, c'est absurde, évidemment. D'abord parce que c'est un argument très religieux. Le 20, ce n'est pas la perfection, c'est une moyenne, le 20. Si quelqu'un a 10 dixièmes de vue, on peut imaginer encore quelqu'un qui va encore voir plus loin, quoi. Ou si on décide, c'est arbitraire, c'est une convention, que on met 20 à celui qui saute ça en hauteur, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va sauter plus haut. Voilà. Le 20. Bon. Donc on peut mettre 20 en français, évidemment, en sachant qu'il y a des 20 qui en vendront mieux que d'autres. Voilà. 20, c'est l'idée que l'on se fait du meilleur travail possible pour une classe donnée. C'est tout. Il faut le désacraliser. Il n'y a rien de métaphysique ou de religieux. Et il est discutable en plus. Voilà. Il est discutable. Et souvent, on me sort l'argument de la douleur. Je sais que les médecins disent qu'ils donnent une échelle de 1 à 10 avec la douleur. Mais ils le savent. S'il y a des médecins parmi vous, en plus, ils le diront mieux que moi. Ce n'est pas la douleur qu'ils mesurent, c'est le récit du sujet sur la douleur. Si un enfant nous sort, par exemple, que pour lui, il est arrivé à 9, c'est qu'on sait que pour lui, c'est insupportable. Mais ça ne nous renseigne pas sur, objectivement, la douleur éprouvée. Ça relèvera de l'intuition de Bergson. C'est un bon exemple, je trouve, la douleur. L'impatience, la douleur, la joie aussi vont être positifs un peu. Le rire, le fameux livre de Bergson, petit livre, le rire de Bergson. Le rire, c'est qualitatif, c'est une intuition de la durée. Ça ne se démontre pas scientifiquement. Ça ne relève pas de ça. Bergson, qui est un des grands maîtres dans les deux domaines, eh bien, si on aime la physique, par exemple, il faut dire durée et simultanéité. C'est un commentaire des équations de Lorentz, par Bergson. Si on aime la biologie, il faut lire l'évolution créatrice. Et puis si on aime, par exemple, la psychologie de la mémoire, matière et mémoire. Et sa thèse philosophique, c'est les essais sur les données immédiates de la conscience. Bon, donc Bergson, une sorte d'esprit comme ça. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que le rire, c'est quelque chose qui ne relève pas de la démonstration philosophique ou scientifique, par exemple. D'ailleurs, ça produit l'effet contraire. Si imaginez que quelqu'un vous dise « Bon, je vais te démontrer pourquoi ce que je vais dire est très drôle. Vous allez voir, je vais vous raconter une histoire, ça va être super marrant. » Bon, déjà, on est un peu inquiet souvent, avant que ça démarre. Bon, si on aime bien l'autre, en plus, si on est un peu copain avec lui, tout ça, bon, il nous raconte une histoire, donc on ne rit pas, forcément. C'est pas très drôle. Puis on dit, ouais, mais quand même. Il dit, bah, c'est qu'il n'a pas compris. T'inquiète pas, je vais te la raconter une deuxième fois. Pour voir si tu rigoles un peu plus cette fois-ci. Quand on aime l'autre, on est un peu gêné dans ce cas-là. Parce qu'on est un peu. On a envie d'être ailleurs, déjà, un peu. On se dit, tiens, si je pouvais être un peu ailleurs 30 secondes. On a hâte que ce soit fini, aussi. On a un peu pitié. Mais c'est pas grave. Et le rire, dit Bergson, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. C'est-à-dire que on peut le définir comme ça, a priori, mais après, c'est vraiment l'invention. Et moi, je crois que certains ont ce don-là, il y a une forme de légèreté. Certains arrivent à saisir, à capter ce qui va faire rire. Les humoristes qui captaient, moi, je pense à De Vos, ou des gens comme ça, qui étaient pour moi des génies du rire, vraiment. Eh bien, ils arrivaient à capter ce qui pouvait faire rire dans une assemblée où... le sens de l'humour, voilà un bon exemple de l'intuition, de l'intelligence qualitative. Et le théorème de Gödel, c'est de l'intelligence quantitative. Et précisément, à mon sens, Kant, par exemple, je voulais l'évoquer un petit peu, le maître absolu de l'intelligence quantitative, pour ce qui est de l'intuition et pour ce qui est vraiment des émotions, Kant, bon, c'est un peu particulier quand même. C'est un phénomène à lui tout seul. On pourra l'évoquer. Bon, c'est vrai qu'il avait un mode de vie tellement rigoureux et strict, qui serait psychologiquement, pour les psychologues, d'ailleurs pour les psychiatres, c'est un cas.
à analyser. Hein. Il est hors du commun, Kant. Mais il est intéressant sur ce point de vue-là. En tout cas, pour finir sur Bergson, il y a paradoxalement une critique du langage et de l'intelligence chez Bergson, au sens positif du mot critique, c'est-à-dire évaluer la puissance d'un être ou d'une chose. Hein. C'est pas dire du mal, c'est pas du tout ça. Il considère que l'intelligence, c'est l'auxiliaire de l'action. C'est fait pour penser le monde, pour s'y adapter. Mais que parallèlement à cela, il y a l'intuition de la durée, qui est une autre forme d'intelligence, qui serait l'intelligence du vivant, qu'on a dans l'art, par exemple. Je ne l'ai pas évoqué, mais pour lui, c'est l'art. Il mettrait la philosophie et la science du côté de l'intelligence conceptuelle, et il met l'art de l'autre côté. L'art serait la discipline dans laquelle on cultive l'intuition, voilà, de la durée. Et j'ai remarqué, Michel Serres le disait, et je ne sais pas pourquoi, beaucoup de scientifiques aiment la musique, et beaucoup de littéraires aiment la peinture. Pour des raisons qui m'échappent, hein, ça je ne sais pas pourquoi. Et on peut le remarquer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les deux domaines, il y a comme un complément d'être important, que l'on peut retrouver. L'art du temps, c'est la musique. L'art de l'espace, c'est la peinture, par exemple. Et moi, ça ne m'étonne pas que des grands littéraires aiment tant que ça la peinture et des grands scientifiques aiment tant que ça la musique. Parce qu'il y a peut-être un autre langage qui vient compléter notre être. Un être humain, il est fait pour aimer un petit peu de tout, sans être expert en tout, mais aimer un petit peu de tout. Voilà. Et je terminerai par, ce serait la conclusion au fond que je proposerai, les défis contemporains de l'intelligence. Alors Heidegger proposait ce problème abyssal. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? Bonne journée, voilà. Donc il y a la question de l'altérité, qui est en fait la question de comprendre son autre, qui à mon avis est l'un des trois défis les plus importants. Véritablement l'altérité, comment comprendre ce qui est différent de soi, sans le réduire à nous-mêmes. Le comprendre dans sa différence, parce que c'est assez facile de comprendre quelqu'un en détruisant son altérité, en le ramenant à soi. Ce qui est difficile, c'est un enjeu qui me semble logique, mais aussi c'est un enjeu culturel et politique aujourd'hui. Comment respecter l'autre dans sa différence, quoi. Problème affronté frontalement par Michel Foucault avec la question de la folie, qui est passionnant. Hein. Comment comprendre ce qui est différent de soi sans le ramener au même, parce qu'au fond, là, il y a deux traditions qui vont s'affronter. La tradition ici au fond du Moyen-Âge, où on laisse le fou dans son altérité. Et au Moyen-Âge, on définissait le fou par sa différence. On lui prêtait, dit Michel Foucault, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, on lui prêtait une transcendance du délire. Et ensuite, eh bien, on a commencé, et c'est le geste humaniste, à définir le fou non pas par son altérité absolue, quoi, mais on a commencé par le définir par l'aliénation. On est passé d'une définition de la folie comme altérité à l'aliénation, c'est-à-dire enfermé en lui-même, quoi. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à légitimer l'enfermement tout court. Parce qu'avant, les fous, on les laissait en liberté. Et contrairement à ce qu'on pense, les fous en liberté ne sont pas plus méchants et violents que les autres, quoi. Très souvent, d'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu l'inverse, quoi. Quand on travaille en psychiatrie, ce qui est mon cas depuis 4 ans, en fait, je travaille en collaboration en psychiatrie avec, au CHU, avec Rachel Baucher, au CHU à Nantes, eh bien, ça rend modeste, hein, sur la compréhension. Pour moi, je l'ai vu comme à la fois un défi et en même temps quelque chose de très important pour la philosophie, de pouvoir essayer de comprendre l'humanité dans sa diversité, d'aider aussi modestement de temps en temps, des choses comme ça. Et là, on voit bien que on définissait l'altérité, le fou ou la folie comme différence à qui on prêtait quelque chose d'un peu mystérieux mais qui nous échappait, mais on le laissait en liberté. À partir du moment où on définit le fou comme enfermé en lui-même, l'institution a pris le relais et on l'a enfermé vraiment, quoi. Et on l'a enfermé non pas parce qu'on est méchant, on l'a enfermé pour l'objectiver, pour l'aider, pour le soigner. Pour le soigner. C'est le long processus de surveiller et punir aussi, ça va donner lieu à ça, mais avec cette ambiguïté, et d'où l'antipsychiatrie, en fait, qui est un courant paradoxal, parce que ça a été mis au point par des philosophes et beaucoup de psychiatres, pour pouvoir aider les gens, voilà, il y a cette ambiguïté-là.
Alors en tout cas, c'est un des problèmes, c'est l'altérité. Le deuxième problème, à mon avis, à l'intelligence qui est fixée, c'est la question de Heidegger, la question de l'origine. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? Et même pourquoi on est capable de se poser la question. Pourquoi? Ce à quoi je me rappelle d'une élève a répondu parce que. Je dis, oui, mais non, restons sérieux, évidemment ça ne répond pas. Alors on a envie de dire, mais pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? Si on répond que c'est parce que c'est Dieu qui l'a, en fait on instrumentalise Dieu, qui nous laisse bien nous dépêtrer avec cette question-là, quoi. Parce qu'évidemment, si je dis qu'il y a une cause première, ça ne répond pas à la question de la raison d'être. Peut-être même que le concept de cause, c'est un être de raison. Donc il y a une raison d'être d'un être de raison qui lui-même est sans raison. J'en sais rien. Donc, si il y a quelque chose et non pas plutôt rien, il faut pouvoir trouver son fondement et son origine à cet être. Et à mon sens, c'est le deuxième défi de l'intelligence. Et la physique, par exemple, quantique, je crois que les métaphysiciens d'aujourd'hui sont pour beaucoup des physiciens ou des scientifiques. Ce sont eux qui font la métaphysique en 2017 pour beaucoup. Et d'ailleurs, c'est passionnant. Je pense à Étienne Klein, à d'autres. Enfin, bon, c'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, toutes les disciplines sont les bienvenues. Ces deux problèmes de l'altérité et de l'origine des choses, l'origine radicale des choses, comme disait Leibniz, sont des problèmes absolument de fond. Et le troisième problème, qui est un vrai défi pour l'intelligence à mon sens, c'est l'origine du mal. Pourquoi, si Dieu existe, a-t-il permis le mal? Et d'ailleurs, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça ne change rien au problème. Pourquoi le mal existe? Donc, qu'est-ce que l'altérité, l'origine de l'univers, et qu'est-ce que c'est que le mal? Pourquoi ça existe? Puisque ça sert manifestement à rien sur le plan de l'évolution, par exemple. C'est parfaitement inutile dans une société. Pourquoi ça existe? Puisque précisément tout le monde en plus est capable de dire que ça ne sert à rien, que ça pourrit la vie, etc. Le mal au sens de faire souffrir les autres, quoi, inutilement. Non pas dire du mal pour se distraire ou parce qu'on s'ennuie un peu et rire avec l'autre au fond. C'est pas ça. Mais vraiment le mal au sens du mal radical, du mal absolu. Or, il y a quand même des gens qui, certains nient encore l'esclavage, nient tous les méfaits des colonisations, certains nient la Shoah, certains nient ceci, cela. On ne peut pas nier le mal. Le mal a toutes les formes, le Cambodge, les Khmers rouges, enfin. Comment des êtres humains ont été capables de faire, ou pourquoi sont-ils capables de faire cela, et à quoi ça sert? Voilà. Il y a quand même des êtres humains encore aujourd'hui qui se disent civilisés et qui sont très fiers d'arborer, je ne sais pas moi, des trophées avec des cornes de rhinocéros, ou de tuer des espèces protégées en se vantant de les avoir massacrées, voilà, en prenant ça comme des trophées. Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puis bon, je ne vais pas dire des gros mots, mais ça vient à l'esprit quand même. C'est-à-dire, pourquoi l'être humain est-il capable de ça? Alors moi j'évoque, l'une des raisons de se révolter, à mon sens, c'est aussi l'incapacité incroyable à se remettre en question parfois. C'est vrai qu'il y a des morts tragiques, on entend parler dans l'actualité. Enfin, et il faut aussi en parler, hein, il faut parler de tout, de toute façon. Il y a 3000 morts par an, 3470 morts par an sur les routes en France. Voilà. Si on compte depuis la libération, ça fait 500 000. C'est l'équivalent d'une guerre. Les 3/4 des gens qui tuent d'autres personnes sur la route sont des hommes. Les 3/4 des victimes sont des femmes. Et en réalité, quand on y réfléchit, il n'y a rien qui, rationnellement parlant, autorise à penser que des gens qui sont vexés parce qu'ils sont doublés, par exemple. Les gens sont vexés parce qu'ils sont doublés en voiture. Ou qui sont vexés parce qu'on critique leur voiture. Je me dis, bon, ils s'identifient à leur voiture, ils sont une voiture eux-mêmes. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Bon. Je pense que c'est normal jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans à peu près. Pour être net. Au-delà, c'est quand même des gens qui ont le droit de voter, qui sont chefs de famille, qui ont le droit de se déplacer, qui ont des responsabilités, qui sont vaguement intelligents et un peu civilisés par ailleurs, etc. Et comment est-ce qu'ils peuvent se sentir vexés d'être doublés, par exemple? Comment est-ce qu'on associe cela, si ce n'est pas un culte de la performance, très mal au sens, voilà, auquel on s'identifie ou pas, et contre lequel, à mon sens, il serait urgent de se révolter. Donc,
Ça, par exemple, c'est la preuve de la bêtise, c'est un exemplaire du mal, hein, tout petit exemplaire, il y en a plein d'autres formes, contre lesquelles on peut se révolter et réfléchir et décider vraiment pour l'éliminer, parce qu'il n'y a rien qui justifie ça, c'est pas lié au hasard, c'est pas vrai. Croire que c'est lié au destin, ça relèverait d'une croyance, c'est comme si on croyait à la sorcellerie au Moyen-Âge, quoi. C'est pas lié au destin, c'est pas lié au hasard, c'est pas lié au temps qu'il fait, enfin, non, c'est pas vrai. C'est lié uniquement au refus d'appliquer l'intelligence, c'est-à-dire à la bêtise. Voilà. C'est vraiment lié uniquement à cela. Donc on peut l'éliminer assez facilement, il suffirait de le décider, de le vouloir, d'inventer de quoi. Et je n'ai pas de solution toute faite, hein, simplement pointer du doigt, et je le décris avec virulence, pointer du doigt, ce qui me semble être l'un des scandales. Voilà. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, on pourrait imaginer, mais ce que je veux dire, c'est que le mal, l'altérité, et la question du pourquoi des choses me semble être, il y en a peut-être d'autres que j'oublie, me semble être les trois grands défis de l'intelligence aujourd'hui. Et pour conclure cette conclusion d'ailleurs, on pourrait considérer peut-être que je ferai le lien entre l'imprévisibilité et la liberté dans l'intelligence. Il y a quelque chose qui rassure dans le fait d'ordonner le réel. Mais très souvent, ça fait un peu peur. D'ailleurs, tu l'évoques, Emmanuel, avec un autre langage, c'est intéressant, mais c'est ça qui est laisser de la place à l'imprévisibilité, c'est respecter la liberté. Or ça, je ne suis pas sûr que notre système soit formaté ou fait pour ça, parce que c'est peut-être pas efficace à court terme, voilà. Quelque chose qui peut paraître inquiétant là-dedans. Et moi, je ferai le parallèle entre cela et la question de savoir si l'intelligence est collective ou pas. Évidemment alors qu'elle est. Parce que dans cette conclusion, le problème social de l'intelligence, c'était une forme de discrimination. L'intelligence individuelle, et je terminerai par ce paradoxe, et on peut peut-être échanger quelques minutes, mais parfois on se sent mieux, on se sent soi-même en étant avec les autres. Et parfois on se sent soi-même et mieux en étant tout seul. Et ça aussi, c'est pas prévisible forcément. C'est pas forcément prévisible. C'est-à-dire c'est souvent ordonné de l'extérieur, le fait de se sentir soi-même en étant avec les autres. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple du brainstorming, parce que ça me paraît assez juste. Parfois, on nous enjoint à être nous-mêmes, se sentir mieux soi-même en étant seul, alors que c'est des moments où on aurait besoin, on aurait envie d'être avec les autres, par exemple. Donc, c'est de l'indécidable. Et l'intelligence a à voir, je crois, avec cette part émotionnelle et affective. Comment être performant dans l'intelligence, ou comment simplement être productif, ou simplement être créatif, moi je préférais ce mot, dans l'intelligence d'ailleurs, en étant malheureux. C'est souvent pour dépasser un état d'insatisfaction d'ailleurs qu'on peut l'utiliser, mais on ne peut pas faire de cela un état stable. Prendre la métaphore toujours, je crois qu'il faut que l'intelligence puisse être une intelligence au double sens du terme, c'est-à-dire la créativité et l'intelligence commune, quoi, qui se pourrait appeler une forme d'échange. Pas forcément de communication seulement, mais de vrai échange. C'est-à-dire que la collectivité aurait tout à gagner à favoriser une intelligence créative et pas seulement une intelligence restitutive des savoirs. L'un ne va pas sans l'autre, mais l'un doit pouvoir être, heureusement parlant, favorisé avec l'autre. Voilà ce que j'aurais à proposer, et puis je vous propose d'échanger. Voilà, je vous remercie. En tout cas, s'interroger au moins là-dessus, quoi. Si quelqu'un en fait refuse cette affirmation que je viens de faire, il s'interdit à tout jamais de définir l'intelligence. Il dit la démarche est stupide, donc on s'interdit de définir un genre d'intelligence. Voilà. Je pense en plus que c'est ce qu'on appelle en philosophie la pensée critique, c'est-à-dire la capacité à évaluer les conditions de possibilité et la puissance d'un être. Deleuze en cours d'ailleurs nous le disait, c'est-à-dire que critiquer, c'est évaluer la puissance d'une activité, d'un être, d'une chose, d'un discours, d'une théorie. Moi, je ferai le parallèle avec l'art, en fait. L'art se définit en se faisant. Mais il n'y a pas une définition extérieure. En fait, c'est du point de vue de l'intériorité qu'on est capable, et c'est effectivement, je suis vraiment d'accord avec ça, c'est en réfléchissant, en essayant de définir l'intelligence qu'on prouve son existence. Ouais. C'est assez paradoxal, mais c'est souvent un peu comme ça. Je pense que c'est quelque chose de profondément mental, profondément en fait, dans l'intellect, vraiment. Enfin, voilà. Et est-ce qu'il n'existe pas aussi une intelligence de l'action
Est-ce qu'un ébéniste naturellement doué pour faire des meubles, c'est pas une forme aussi d'intelligence? Est-ce qu'un bon footballeur, c'est pas aussi une forme d'intelligence? Et si c'est le cas, ça rentre pas, de ce que j'ai compris, en fait, dans les deux formes d'intelligence que personne propose. Du coup, on mettrait ça. Ah si, ça rentrerait tout à fait, ce que vous dites, dans ce qui... je peux vous lire un passage, d'ailleurs. Vous allez voir que ça va vous... directement vous réconcilier, avec Bergson, je ne sais pas, mais avec ce qu'il peut en dire. Enfin, non, j'ai peut-être pas le temps, mais simplement 30 secondes. Il évoque l'intelligence comme telle, il la définit. Voilà, taxi, Bergson, voilà. C'est exactement ça, hein, ce que vous dites là, sur l'intelligence comme telle. L'intelligence est l'attention que l'esprit porte à la matière. Comment donc sera-t-il encore intelligence quand il retourne sur lui-même? On peut donner aux choses le nom qu'on veut. Et je ne vois pas grand inconvénient, je le répète, à ce que la connaissance de l'esprit s'appelle intelligence, si on y tient. Mais il faudra spécifier alors qu'il y a deux fonctions intellectuelles inverses l'une de l'autre. Car l'esprit ne pense l'esprit qu'en remontant la pente des habitudes. Pour lui, ça c'est une intelligence. Et il le dit par ailleurs, l'intelligence c'est lié à l'action. Et c'est fait. L'autre forme d'intelligence, c'est pas celle qui remonte la pente de l'esprit, la pente naturelle de l'esprit, c'est s'adapter à l'environnement. Et moi, je mettrais l'intelligence de l'ébéniste, par exemple, hein, ou du karatéka, ou du judoka, ou du footballeur, cette capacité à modifier l'environnement pour pouvoir s'y adapter. Ça serait l'autre version de l'intelligence, avec des fonctions très très différentes d'ailleurs. Ça va du langage à l'action. Et moi, je ne différencierais pas de manière absolue, totale, cette intelligence-là, cette intelligence au fond, au sens où on l'entendrait, hein, comme capacité d'adaptation, elle associe le corps et l'esprit. Hein. Elle associe le corps et l'esprit, c'est-à-dire que l'ébéniste lui-même, il a fallu qu'il apprenne à penser son mouvement. Hein. Ce n'est pas seulement quelque chose de physique, bon, c'est aussi, ça se passe aussi dans le cerveau. C'est pas seulement ça demande une éducation véritable, c'est pas seulement quelque chose de physique au sens où on l'entendrait, c'est-à-dire qu'on pourrait se passer entièrement d'intelligence conceptuelle. Je ne crois pas. Il y a bien une intelligence du mouvement et de l'action. Moi, j'aime bien cette idée-là. L'intelligence de l'action et l'intelligence... Je pense qu'il y a des formes différentes, mais cette intelligence de l'action, c'est une adaptation à un environnement ou à un geste de l'adversaire ou à un milieu ou à des choses comme ça. Je suis d'accord avec ça. En particulier, ces formes d'intelligence, parce qu'il les rend si spéciales, et définir une spécificité très prononcée d'une intelligence, ce serait pas justement les ranger simplement dans des cases. Et c'est aussi pour ça que c'est très pertinent. Sur l'intervention de la première personne, définir l'intelligence, est-ce que c'est pas aussi la ranger dans une case, d'en faire quelque chose de fini, qui lui permettrait de juger spécialement? Si c'est vraiment l'équivalent d'un cogito ou d'un cogito, si ce que vous dites est vrai, moi je pense que c'est vrai aussi. En fait, en définissant l'intelligence, c'est une manière de se définir soi-même. Donc c'est bien l'identité qui est en jeu ici. Le concept d'identité, certains vont voir l'identité comme étant un héritage. D'autres vont insister davantage, plus existentialistes, au fond, l'identité comme un projet. Et moi je crois que l'identité, c'est la synthèse entre un héritage et un projet. Mais c'est une synthèse vivante. Et c'est pour ça que moi je trouve pas ça inintéressant de classifier l'intelligence à partir des activités et des résultats, à condition de voir que c'est relatif à ce qu'un individu en fait. C'est ce que Sartre appelle dans la critique de la raison dialectique une totalisation en cours. C'est-à-dire qu'un individu il va totaliser différentes facultés pour produire quelque chose, par exemple. Pour écrire ce livre, j'ai forcément eu besoin à certains moments de mémoire, à d'autres moments plus d'imagination, à d'autres moments plus de... etc. Ceux qui vont fabriquer un objet, je ne sais pas, un ébéniste par exemple qui va fabriquer des pièces très très difficiles, comme un plaquage, par exemple un échiquier. Bien c'est très très difficile, il va utiliser tour à tour plusieurs... Et c'est lui comme individu qui va les singulariser, les totaliser en acte. C'est vrai, mais moi je trouve pas ça inintéressant, personnellement, de séparer, sans oublier que ce ne sont que des constructions, quoi. Les séparations, ce ne sont que des constructions pour comprendre. Ça ne correspond pas, ce sont des archétypes, voilà, ou des paradigmes, on peut appeler ça comme on voudra, des modèles, des topiques, ou un topos. C'est-à-dire des manières de se représenter le monde, rien ne dit que cela corresponde véritablement à l'objectivité, quoi, au monde. C'est l'individu qui va totaliser ça par ses actes. Ça, je suis vraiment d'accord. Ça peut être pas mal de voir si on a ici ou là
Pourquoi pas une forme d'esprit plus logique, plus fondée sur la mémoire, plus fondée sur l'affect. Pourquoi pas aussi voir la part des émotions. Moi, j'y crois beaucoup à cela. La confiance en soi dans le fait d'utiliser ou pas telle ou telle intelligence. C'est quand même performatif, ça je ne l'ai pas du tout évoqué, mais c'est plus dans la question sociale. Mais quand les gens sont persuadés, quand on les persuade qu'ils sont nuls dans une matière, eh ben on a des résultats nuls, quoi. C'est quand même incroyable quand on a dit à un groupe de femmes, par exemple, ou des jeunes filles, des étudiantes, on leur a dit, voilà, vous faites un exercice de maths, bon. Et puis, si on prend l'exemple, si on leur dit elles ont des résultats qui sont excellents, à partir du moment où on leur apprend qu'elles vont faire le même exercice, mais qu'elles vont être en compétition avec un groupe de garçons, les résultats baissent. Ça prouve quoi? Ni que les garçons ont un pouvoir magique à distance, c'est pas ça. Ça prouve que l'image de soi est déterminante, non pas dans l'existence, non pas dans l'existence de la faculté, mais dans son usage, quoi. Et ça, c'est socialement construit, ça. Socialement construit. Analogiquement, parce qu'il n'y a pas de raison, tout le monde sera servi comme ça. Quand on explique à des petits garçons que pour être un vrai homme, il ne faut jamais pleurer, il ne faut jamais être triste, il faut être fort, il faut être performant, il faut être meilleur que les autres. On ne va pas s'étonner si certains se sentent un peu vexés d'être doublés 20 ans plus tard. Cette bêtise-là, elle est aussi socialement construite. C'est-à-dire que l'homme apprend depuis tout petit à exister en étant performant, quoi. Et cela, il y a des déconstructions, il y a du boulot, il faut déconstruire, non pas, moi je ne vais pas m'engager sur le terrain de savoir déconstruire des essences en tant que telles, féminines ou masculines, pas ça. Déconstruire ce qui fait des dégâts ou ce qui fait souffrir dans ces constructions sociales. Voilà. Même chose d'ailleurs entre ce qui serait manuel ou intellectuel, parfois qui est évidemment absurde, quoi. Il y a des intellectuels, au sens où on l'entend, comme Sartre par exemple. Bon, on l'imagine assez peu bricoleur, hein, c'est très clair. Bon. Et puis d'autres qui ne sont pas du tout comme ça. On ne peut pas spécifier les choses. Évidemment, ça n'a vraiment pas de sens. Hein. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais je crois que c'est l'individu qui totalise là. Vraiment. Merci beaucoup. Je vais devoir malheureusement arrêter pour des raisons d'horaire. Donc merci beaucoup André Guigaud. Et pour ceux qui le souhaiteraient, je vais proposer quelques signatures. L'échange va pouvoir être prolongé.